Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! Suite au départ de Fred, en fait, l'ambiance se dégrade vraiment. Alors pour être tout à fait honnête, elle s'était déjà dégradée avant qu'il ne parte. Malheureusement, il y avait une certaine guerre d'ego qui s'était un peu installée, qui avait un peu ressurgi entre anciens collègues qui se connaissaient déjà depuis des années. Il y a eu aussi des vieilles rancœurs qui sont ressorties. Et ça notamment avec le retour finalement d'une collègue qui avait été absente un moment et qui est retournée travailler dans le service. Sauf que cette collègue, malheureusement, lorsqu'elle était arrivée, plusieurs années avant nous, elle estimait que l'accueil dont elle avait eu droit n'avait pas du tout été le même que celui que nous avions eu avec Fred et l'autre collègue qui était arrivé avec nous. Elle nous reprochait notamment d'avoir été accueillis avec du café, des brioches, alors que elle nous racontait que lorsqu'elle était arrivée dans ce service, ça s'était vraiment pas passé comme ça du tout. Et en fait, cette personne, malheureusement, déjà je travaillais juste à côté d'elle et elle avait accumulé toute cette rancœur depuis des années et elle avait besoin de la déverser quotidiennement. Le problème, c'est que travaillant juste à côté d'elle, à 1 mètre, 2 mètres, plutôt 2 mètres quand même, elle l'a déversé sur moi. Et pour illustrer un peu ça, finalement, elle avait tellement encore de haine dans ses paroles, etc., parce que du coup, elle parlait sur le dos des collègues, etc., qu'en même temps, elle faisait des doigts d'honneur. Donc, c'est-à-dire qu'elle me parlait, donc sur un ton des fois énervé, comme si j'étais le collègue en question qu'elle voulait engueuler, et en même temps, elle faisait des doigts d'honneur. Donc, je me prenais des doigts d'honneur dans la tronche, avec, des fois des insultes, un peu ce qu'elle voulait dire, finalement, à ses collègues qui lui avaient fait du mal quand elle était arrivée. Donc, autant dire que c'était quand même délicat d'être au travail et d'avoir ça, comme ambiance. En plus, on se retrouve avec une logique où on est de plus en plus en sous-effectif, c'est-à-dire que ceux qui partent ne sont pas remplacés, et donc finalement on récupère le travail de ces personnes-là, parce que il faut bien les répartir, donc on se retrouve finalement avec plus de travail, mais aucune considération qui va derrière, aucun encouragement, et des fois on en a besoin dans notre carrière, je trouve, pour se sentir quand même motivé, et là c'était vraiment absent. Plusieurs fois, la situation était vraiment compliquée. Certains collègues étaient à la limite du burn-out, en plus avec la quantité de travail. Mais on se rend compte que malheureusement, même si on a eu, comme je disais, des chefs qui n'hésitaient pas à se retrousser les manches, c'est compliqué d'être soutenu lorsqu'on veut directement s'adresser à la direction parce que, en fait, les chefs en question veulent aussi préserver leur carrière. Donc je me souviens notamment d'une pétition qui avait été faite au niveau de notre centre des impôts, et les chefs n'avaient pas voulu signer, pour éviter toute conséquence sur leur carrière finalement. Alors d'un côté, je peux le comprendre, mais ça participe aussi, l'air de rien, à une désillusion. En plus de ça, on se rend compte avec des collègues qui étaient arrivés récemment que, en fait, c'est assez mal vu de dire qu'on est à jour au niveau de notre travail. On se rend compte parce que c'est arrivé plusieurs fois que on était à jour de nos mails, des déclarations, etc. Et la chose que ça entraînait, c'était des suspicions comme quoi c'est pas normal, c'est que t'as moins de boulot que les autres, etc. Et c'est malheureux, mais du coup, ce qui se passait, c'est que lorsqu'on était à jour, on se gardait de le dire, parce que si c'était pour se prendre des reproches, et que non, c'est pas parce que t'as été efficace, c'est parce que t'as moins de travail que les autres, etc. Et du coup, tiens, on va te rajouter le travail des autres pour le reste du temps, quoi. Enfin bref, ça participait aussi à la baisse de motivation que j'évoquais déjà tout à l'heure. Surtout que, on va être honnête, malgré le travail que tu fournis, malgré l'investissement que je mettais, etc., eh bien, l'image du branleur de fonctionnaire reste collée à la peau. On a beau faire son boulot, on restera le fonctionnaire qui passe son temps à la pause café. En plus, là, c'est le fonctionnaire qui a l'étiquette des impôts. Alors ça rajoute encore du grain à moudre. Et même dans l'entourage, en fait, je me prends toujours les mêmes remarques. Oui, le fonctionnaire, t'as combien de vacances déjà ? 10, 11, 12 semaines, 13 ? Ou alors quelqu'un qui va avoir une erreur avec son administration fiscale. Je vous retiens, vous, Et puis il me balance ça à moi comme si j'étais responsable du problème qu'il a eu avec ses impôts près de chez lui. Ou le nombre de fois où on m'a dit « Oh purée, j'ai payé mes impôts, vous êtes des voleurs !» Alors
que je n'ai pas un rond dans ma poche, hein. Je n'ai pas une prime quand je fais payer plus d'impôts aux gens. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui fais payer plus d'impôts aux gens. Enfin, voilà, bref, hein, on a juste le salaire, hein, on n'a pas de prime d'intéressement concernant ce que les gens vont payer dans notre entourage. Mais bref, c'est toujours ce genre de remarques, surtout que je me rends compte que mon travail revient toujours. Franchement, 9 fois sur 10, lorsque je passe un moment en famille ou avec des amis, le sujet des impôts arrive et on m'en parle. Alors que c'est normal, souvent on parle du boulot, etc. hein, mais c'est toujours les impôts qui prédominent, ou voilà, parce que chacun doit passer par là, hein, qu'il soit non imposable ou imposable. Mais en fait, c'est fatigant. C'est fatigant, surtout que ce soit des proches ou des gens même pas du tout proches, on pense bien à moi dès qu'on a une question d'impôt. Des exemples, j'en ai, je pense, des dizaines, hein, mais j'ai eu, bien sûr, la personne qui m'appelle un dimanche après-midi, et bon, je comprends dès les premiers mots que c'est pas pour me demander des nouvelles, hein, c'est juste parce qu'elle a une question sur ses impôts. Je me souviens d'une fois, c'était en pleine période de campagne déclarative, j'étais vraiment rincé. Il faut savoir que c'était des très grosses journées. Hein. Il était 22h, je m'étais endormi sur mon canapé, mon téléphone sonne, je vois le nom, je décroche pas, ça ressonne dans la foulée, je me dis bon, c'est peut-être grave. Et là, la personne me dit oui, je te dérange pas. Elle entend que je suis en train de me réveiller, elle dit oh pardon, tu dormais. Je fais ouais, ouais. Ah, je suis désolé. Je t'appelle parce qu'il y a Raymond qui est en train de faire sa déclaration en ligne et il a un problème. Enfin voilà, tu vois le respect que c'est, quoi. Et ça arrivait même, au bout d'un moment, certaines personnes m'écrivaient sur WhatsApp ou autre, et je savais que ça allait mener à une question des impôts, parce que en d'autres cas, ils ne m'écrivaient jamais. Donc je disais, bon alors c'est quoi ta question des impôts? Juste pour mettre la personne un peu mal, et puis bon, pour éviter enfin pour qu'elle dise à la fin, non bah écoute c'est bon, je me débrouillerai, quoi. Mais oui, j'ai même eu une voisine une fois un soir qui frappe à ma porte, parce qu'elle avait su que je travaillais aux impôts, j'avais essayé d'être discret à ce sujet. Elle frappe et il était tard, et puis elle me dit bah tenez, j'ai ce courrier à donner aux impôts, mais bon, comme vous y travaillez, vous pourrez le déposer directement. Et honnêtement, j'ai pas envie de faire des heures sup. Enfin, je suis désolé, ce travail-là, il devient de plus en plus alimentaire, hein, c'est uniquement pour remplir ma gamelle. Je ne prends aucun plaisir, comme j'ai dit à mes collègues, je suis là pour l'argent, hein, pas pour la passion. Donc c'est pas pour faire après des heures sup quand je suis chez moi et qu'on m'appelle pour que je puisse aider pour faire les déclarations. En vrai, je l'ai fait pendant longtemps. On m'a même dit non, écoute, t'abuses, là t'es en vacances, pourquoi tu le fais? Mais au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que non, les gens en profitent et après ils me prenaient pour beaucoup pour leur conseiller fiscal, enfin si je peux appeler ça comme ça, privé, hein, et non, en fait c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Je m'ennuie de plus en plus, hein, ça fait 3 ans que je suis là, que je fais le même travail, etc. Et pour vous dire à quel point je m'ennuie, c'est que je me mets à bâiller assez souvent. Et un jour, je suis à mon bureau et je bâille tellement fort, alors je ne fais pas de bruit, hein, mais tellement fort que je me luxe la mâchoire. Je me suis luxé la mâchoire en bâillant tellement je m'ennuyais au travail, et ça m'a bien embêté pendant un certain moment, parce que pour ceux qui ont connu ça, eh bien c'est difficile enfin pendant très longtemps on a une douleur à la mâchoire, donc dès qu'on va manger, même en parlant, et là c'est une douleur constante, et c'était, ça a eu le temps de me marquer. Mais c'est la seule fois de ma vie où je m'ennuyais tellement que je me suis littéralement presque décroché la mâchoire, quoi. Et d'ailleurs, même au niveau des sphères plus hautes, hein, du ministère, etc., je me souviens de cette personne en politique qui avait balancé que de toute façon, dans l'administration fiscale, on ne travaillait que lors de la période de déclaration de revenus, et qu'on pouvait du coup s'occuper de d'autres missions durant l'année. Enfin, c'est tellement réducteur et c'est tellement frustrant de voir que des gens si haut placés connaissent si peu la réalité du terrain. Le travail, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Je veux dire, le calendrier était plein, surtout avec le sous-effectif qu'on avait. Et pour continuer sur le manque de considération, je me souviens qu'à un moment, il fallait réduire les dépenses budgétaires. Enfin, c'était la décision du directeur régional qui était arrivé en poste depuis peu, et pour faire ça, qu'est-ce qu'il a fait par exemple? C'est qu'il a arrêté d'acheter des stylos noirs. Et on devait littéralement pleurer, enfin on a dû pleurer pour avoir des stylos noirs, mais au bout d'un long moment, hein. Je me souviens que une fois qu'on n'avait plus de stylos bleus ni de stylos noirs, on devait remplir toute notre paperasse avec des stylos verts, parce que stylo rouge, c'était réservé à un autre type d'usage. Mais voilà, mais on fait pitié, franchement, on fait pitié. Et surtout, quand on apprend que ce même directeur a acheté un baby-foot pour la direction. Bon, on se dit c'est quand même dommage d'en arriver là. Enfin, c'est là où on se sent déconnecté en fait de la réalité.
Il y a aussi le sentiment d'impunité qui s'installe, hein. Bon, je l'ai évoqué très rapidement, mais vous l'aurez compris, après, c'est un peu comme partout, mais il y a des personnes qui sont un peu singulières, on va dire, ou qui ont des comportements, enfin, on entend des choses, hein, et on se dit, mais comment la personne est toujours en poste? Et en fait, il y a cet aspect où c'est très difficile d'être licencié au niveau de la fonction publique. Et du coup, bon, certains le comprennent très bien. Ce qui s'est passé, et ce que j'ai dit à ma directrice à un moment, c'est que de toute façon, pour qu'on te laisse tranquille dans la fonction publique, en tout cas dans la fonction publique au niveau des impôts, c'est de poser problème. Parce que là, au moins, les gens, ils vont s'arranger pour te mettre dans un coin où tu fais pas trop de bruit, et tu pourras te tourner les pouces. Alors que toi, de ton côté, tu vas faire du bon travail. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que c'est sur toi, sur tes épaules, qu'on va tout reposer. Et voilà, certains l'ont bien compris. Après, chacun a sa conscience professionnelle pour agir selon. Enfin bref, le cumul de tout ça fait que, oui, au bout de 3 ans déjà, mon travail me pèse. Malheureusement, je dois l'avouer, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ça, mais je trouve les gens usants. Les gens à l'accueil, il y a eu beaucoup de comportements que je retrouvais... des gens qui arrivent avec une question et qui n'ont tout simplement pas lu le courrier qu'ils ont reçu, des personnes qui ne veulent pas faire la queue aux impôts parce que c'est juste quelques tampons à mettre ou c'est juste une signature. Oui, mais les 40 personnes qui attendent pour la même chose. Des personnes qui, bien sûr, font le procès de l'État, comme si j'avais monsieur le ministre qui m'attendait dans le placard derrière pour que je lui fasse les remarques qu'on venait de me faire. Enfin bref, ça devient assez usant. Et je me souviens même qu'au bout d'un moment, chaque matin, en fait, de mon bureau, à la fenêtre, je voyais les gens qui faisaient la queue pour entrer à l'accueil, en fait. Et je me souviens que ça devenait vraiment une habitude un peu malsaine, c'est que j'arrivais, je regardais par la fenêtre et je voyais déjà la longue file qui attendait devant le centre des impôts et je soupirais en me disant, voilà, c'est parti, parce que je savais qu'on allait probablement m'appeler en renfort, etc. Bien sûr, il y a eu des très bons côtés, hein. Certaines personnes m'ont vraiment touché, m'ont fait sentir utile, et ça a fait du bien. Toujours est-il qu'après 3 années, on me donne le droit de faire une demande de mutation pour que je puisse rentrer chez moi, ou du moins que je puisse me rapprocher. Et ça me fait du bien de savoir que je vais enfin rentrer à la maison, entre guillemets. Bien sûr, je suis reconnaissant de ces 3 belles années, vraiment, même s'il y a tout ce que j'ai évoqué juste avant. C'est des années qui m'ont fait grandir, j'étais indépendant complètement pour la première fois. Je me suis fait de nouveaux amis avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. J'ai découvert de nouvelles choses, comme le théâtre d'improvisation. J'en parlerai dans un hors-série. Je dois quand même évoquer rapidement quelque chose. Alors j'espère que ça rallongera pas trop ce podcast, mais pour vous dire, à ce moment-là, il y a vraiment une rupture avec les finances publiques, même si j'y suis encore resté 3 ans après, mais ça a été le suicide d'un collègue. Voilà. Alors ce collègue, je vais l'appeler Thomas, ce sera plus simple. Mais c'est un collègue qui travaillait déjà depuis plusieurs années dans le même service où j'étais. Il avait un peu bougé avant, mais c'est un collègue avec qui j'avais une entente très bonne. On mangeait très souvent à deux le midi dans cette fameuse cave que j'évoquais. Et à aucun moment, je vais mesurer mes propos, mais je ne vais imputer la responsabilité de ce suicide aux finances publiques. La seule chose que je vais me permettre de dire, parce que c'est paru dans la presse, c'est que l'épouse de ce collègue a déposé plainte contre les finances publiques parce qu'elle estime que ça a impacté le moral de son mari et que ça a eu un rôle dans son acte, malheureusement. Alors autant vous dire que cette nouvelle nous a brisé. Je me souviens ce lundi matin où j'ai vu que Thomas n'arrivait pas. C'était pendant le confinement, il y avait ce roulement, vous savez, on n'était que quelques collègues à venir chaque jour. Et on m'annonce que Thomas ne viendra pas, d'accord, parce qu'il est décédé. Oh. Et j'apprends le midi de la part de la directrice que c'est un suicide. Et là, je suis complètement désemparé parce que il se trouve que j'ai été le dernier collègue à avoir travaillé avec Thomas. On s'était vu le jeudi d'avant, parce que le vendredi, c'était le roulement du confinement, bref. Et on avait passé la journée à bosser à deux, on avait mangé à deux, et je me souviens qu'il avait plaisanté avec moi, etc. Enfin voilà, on était assez taquins, voilà, l'un comme l'autre, on aimait bien rigoler. Et je me suis faite et refaite cette journée en boucle dans ma tête, pour savoir à quel moment j'aurais peut-être pu deviner que quelque chose n'allait pas. Parce qu'en fait, il a mis fin à ses jours le dimanche qui suivait. La seule chose que je pourrais dire, c'est que le poste de Thomas, personne n'en voulait. C'était vraiment un poste qu'on ne voulait pas, un poste comptable. Et Thomas se donnait vraiment à cœur dans son travail. Dès qu'il y avait un pot ou un petit déjeuner que quelqu'un apportait, lui ne participait jamais. Il passait en coup de vent comme ça parce qu'il retournait directement à son ordinateur pour travailler. Vraiment, c'est quelqu'un qui ne décollait pas de son siège.
Et je me souviens avoir eu une discussion avec lui parce qu'en fait, à la base, ils étaient 2 sur ce poste et l'autre collègue partait en retraite et je lui avais demandé, j'ai fait, mais tu ne redoutes pas excusez-moi, je lui avais demandé, tu redoutes pas un peu le départ de cette personne en retraite? Et là, il m'avait regardé, il dit, je ne le redoute pas un peu, je le redoute énormément. Voilà. Mais ce que je tenais surtout à souligner, c'est la considération que j'ai vue à l'égard de Thomas suite à son décès. Rien n'a été transmis sur le coup sur notre intranet local, hein. C'est un site que tous les gens des impôts peuvent voir. Et là, c'était les gens de notre département. Le directeur a refusé au début de mettre un mot comme quoi Thomas était décédé. On ne demandait pas la lune, hein, on voulait juste qu'un hommage lui soit rendu. Voilà. Et il a fallu vraiment pousser une gueulante pour qu'il y ait un simple mot. Sauf que le mot a été sur l'intranet, en gros ça se résumait à Thomas est mort, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu, mais aucun mot de tendresse, comme quoi on pense à sa famille, les collègues, etc. Rien du tout. Et en fait, j'ai vu la considération à ce moment-là réelle qu'il y avait envers nous. Alors comme partout, hein, on n'est pas irremplaçable. Hein, le jour où malheureusement Thomas est parti, bah, il a été remplacé entre guillemets, hein, c'est-à-dire quelqu'un a été mis à sa place, mais enfin bref. Mais c'est voilà la considération que j'ai vue de la part de la direction, etc. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas voulu en parler, il n'y a pas eu de mots à ce sujet parce que c'était pendant le confinement, pendant le Covid, et du coup on estimait qu'on ne voulait pas alimenter la psychose. On a quand même eu un accompagnement proposé, je souhaite le dire et insister là-dessus. Notre directrice a transmis nos numéros pour que, si on veuille, on puisse avoir un suivi psychologique de mémoire. Il y avait une assistante sociale qui se tenait à disposition. Mais voilà, je voulais en parler. Alors ça a sûrement rallongé l'épisode, hein, qui a été plus long que prévu, mais c'était important pour moi d'en parler. Comme j'ai dit, je n'accuse personne, hein, j'ai juste exposé des faits. Voilà, mes conclusions, je les garde pour moi-même. Quand cela est arrivé, je savais que j'allais quitter mon poste, hein, parce que ma demande de mutation avait été acceptée. On m'autorise finalement à rentrer chez moi, mais pas à n'importe quel prix. Et tout ça, je vous en parlerai davantage dans l'épisode suivant. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.